Bon, bonsoir, je m'appelle donc Arnaud Teval, je suis artiste, plasticien, je travaille depuis de nombreuses années sur des questions d'assignation et d'enfermement, comment la relation entre individus et groupes dans les institutions ou dans les quartiers populaires produisent parfois des enfermements, comment les stéréotypes et les clichés placent les uns et les autres à des endroits qui sont parfois un peu embêtants en termes de représentation et un peu assignants en termes de politique. Donc, ma pratique artistique vise à travailler sur, dans et avec. Alors sur un espace qui peut être une institution, qui peut être un quartier populaire, avec, parce que c'est toujours un travail qui va, sous la méthode de l'enquête, comme ça, m'appuyer sur des rencontres, des récits, et puis de façon très implicative, à associer les individus à un travail d'image, un travail de représentation. Et puis, quand Fatima m'a invité pour faire une conférence sur l'action des quartiers populaires, ça m'a fait retravailler. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une présentation de mon travail, alors vous allez voir, je suis assez bavard, alors parfois je vais faire des digressions, etc. Je fais quelques provocations à dessein d'un débat, parce que moi j'aime bien qu'il y ait du débat, qu'il y ait du dissensus. J'aime bien générer du dissensus pour agiter l'espace social. Ça, c'est un peu le cœur de mon travail. Et puis, quand elle m'a demandé de travailler sur la question des quartiers populaires, je me suis remis au travail en me disant, mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter de ces quartiers populaires, moi qui travaille à la fois dans les institutions plutôt pénitentiaires, j'ai un gros travail sur la prison plutôt, mais également sur l'hôpital, des institutions à laquelle on confie nos corps et qui, d'une certaine manière, sont aussi des lieux d'enfermement. Voilà, donc ce soir, c'est 3 histoires des quartiers nord. Alors pourquoi 3 histoires? Parce que je me suis aperçu que dans la plupart des invitations que j'avais reçues pour travailler sur les quartiers populaires, c'était toujours des quartiers nord. Alors nord de Bruxelles, nord de Nantes et nord de Marseille. Donc l'histoire que je vais vous raconter démarre avec un premier travail qui s'est appelé Vestibule, qui est une commande publique, pour un quartier qui s'appelle Saint-Josten-Node, qui est juste derrière la gare du Nord à Bruxelles. Et c'est un quartier qui est saisissant de richesse, de pauvreté, de violence. Et il y avait un projet de rénovation urbaine. Alors souvent on invite les artistes pour faire pour accompagner une rénovation urbaine, un plan local d'urbanisme, etc. Et on les invite une fois que le projet est terminé pour accompagner, je ne sais quoi, la décoration ou quoi. Et ce quartier-là, il avait quelque chose de saisissant. Enfin, l'endroit où il y avait la rénovation, c'était juste au pied d'un bâtiment vertical, qui est un bâtiment de 8, 9, 10 étages, avec un espèce de terre-plein avec des voitures, et puis des grilles en métal qui empêchent les gens de circuler, etc. Pour vous situer un peu la façon dont je suis rentré en lien avec cette institution, qui est donc un peu comme Nantes Habitat finalement, mais à Bruxelles, il y a un comité de sélection qui demande aux artistes de faire un pré-projet. Et c'est très compliqué de faire un pré-projet quand on ne sait pas évidemment qui on va rencontrer, qui on va trouver, comment ça va se passer. Alors généralement, moi je fais un dossier comme tous les artistes et puis on présente le travail qu'on fait ailleurs. Et dans cet ailleurs, à cette époque-là, je faisais un travail qui s'appelait Sous le soleil, qui était un travail dans l'espace public de Saint-Herblain. Et à l'époque, je travaillais sur toutes les frontières invisibles qui, dans l'espace urbain, contiennent les habitants, les nomades. J'ai entendu parler des nomades. Et j'avais fait cette installation-là, comme ça, vous avez quelqu'un en train de franchir un tas de terre qui avait été disposé par l'institution pour empêcher les gens du voyage de passer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'était un moment pour moi un peu de provocation avec une image comme ça dans l'espace public. Et puis, vous voyez, ça c'était un tas de terre qui avait été disposé. J'avais trouvé l'histoire très violente. Et alors vous savez comment les urbanistes résolvent ces histoires-là. Pour éviter que les caravanes passent, ils mettent des petits... voilà, ils font un peu de paysage un peu bosselé, comme ça c'est à la fois très beau et évidemment c'est à dessin. Alors quand je montre ces images-là aux responsables là-bas, ils me disent on ne veut pas du tout travailler avec Teval parce qu'on n'a pas envie qu'ils mettent des grosses images où on voit passer par-dessus des choses comme ça, c'est vraiment pas très intéressant. Et puis finalement, on réussit à les convaincre d'accepter l'expérience de l'art. Alors l'expérience de l'art, en tout cas l'expérience d'un processus artistique qui va conduire, si vous voulez, l'institution, ses acteurs, les habitants et plein d'autres acteurs à se confronter ou en tout cas à se frotter à quelque chose dont on ne sait pas ce qui va advenir. Et le projet d'urbanisme était très moderne.
vous aviez comme ça une espèce de restructuration de l'espace urbain avec des colonnes verticales qui étaient censées casser la verticalité justement du lieu. Alors j'ai pris le projet d'une façon très simple, hein, voilà, hein, ça c'était plutôt une vue 3D de ce que allait devenir le projet. Donc vous avez encore une fois là, toutes les colonnes qui sont là, qui se dressent un peu comme des poteaux, comme ça, pour verticaliser le lieu. Et la première chose que je fais, moi, quand je travaille dans un quartier que je ne connais pas, c'est le principe de l'enquête. Hein, donc je vais m'immerger dans le lieu, essayer de trouver des indices qui parlent du lieu et de ses fréquentations, de ses usages. Et puis là, vous aviez un cocktail, enfin une espèce de tentative de cocktail Molotov dans les sous-sols. Vous aviez au dernier étage de l'immeuble une grille en métal qui avait été ajoutée pour éviter que le trafic de drogue très présent dans le quartier ne vienne grignoter jusqu'au dessus. Donc vous avez une typologie d'éléments comme ça qui sont très carcérales en quelque sorte. Hein, on est sur ce jeu-là. Et puis vous aviez comme ça un ensemble d'éléments qui agitant l'espace urbain, agitant l'usage, enfin les préoccupations qu'il y avait au pied de l'immeuble. Je me suis interrogé sur qui j'allais pouvoir impliquer dans la production d'une œuvre qui concerne justement cet espace-là. Et je suis parti sur l'idée des groupes, des familles, afin de créer une série d'images qui ne soit pas la représentation d'un groupe en particulier. La commande était initiale de travailler avec les habitants, parce qu'il faut impliquer les habitants dans un processus de création artistique, c'est connu, les politiques publiques nous y invitent. Et en même temps, c'était que partiel comme vision. Et donc ce petit schéma là comme ça qui est dans mes carnets de notes, parce que j'ai surtout cette méthode du carnet de notes, dans lesquels je vais finalement inventer un protocole qui va s'appeler Vestibule l'invention d'un lieu collectif, dans lequel je vais inviter les différents groupes qui composent cet espace public-là à travailler avec moi à une représentation de ce groupe-là. Donc vous aviez évidemment les enfants qui jouent au centre de loisirs, les mamans, vous avez des jeunes de différents âges comme ça qui occupent l'espace public et puis qui l'occupent comme ils peuvent parce que c'est un espace public qui est âpre. Et puis vous avez des groupes de locataires qui sont impliqués et qui sont souvent inquiets, les locataires, quand on fait de la rénovation urbaine parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être mangés, comment va être agencé leur lieu, etc. etc. Et là, vous avez par exemple une rencontre, alors l'image est en soi pas intéressante, c'est juste un document, mais elle est symboliquement très forte parce que de dos, la personne qui est au centre de l'image, là, c'est l'architecte qui vient présenter son projet aux habitants. Alors on se dit, oui, bon, ok, c'est banal, sauf qu'il ne l'avait pas fait, donc on a une image comme ça d'une projection dans un futur. Et puis vous avez, comme dans tous les quartiers, n'importe quel quartier, n'importe quelle ville, à Bruxelles ou ailleurs, vous avez des jeunes qui sont fiers d'habiter et d'appartenir là, et là vous avez un groupe qui pose devant 12-10. Hein, vous voyez ce petit beau 12-10, c'est le code postal, c'est comme 44-300, Nantes en force, etc. Là, ouais. Donc ils posent là-dessus, et donc on fait des photos, et puis ma méthode de travail pour ce processus-là, en fait, elle est assez simple. Je fais beaucoup de photographies, je discute, je fais ma méthode d'enquête, et puis il y a un moment où je reviens avec ces photos-là et j'offre les photos comme des photos souvenirs à tout le monde. Alors c'est le principe du don contre don, hein, je ne vais pas développer, mais c'est le principe de je prends, je donne, et puis ça permet de générer quelque chose. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose, et dans ce quelque chose, c'est aussi une façon de voir l'autre, même si c'est un temps court, et de l'impliquer dans un espace de représentation et après de projection. Voilà, là par exemple, un des groupes qui est très très important aussi dans l'écosystème de ces quartiers populaires, c'est les personnes de l'entretien, les gardiens évidemment. Alors je dis évidemment, non, ça ne va pas de soi, ça va pas de soi que finalement il faut se préoccuper de ces personnes-là parce que ce sont des acteurs évidemment au quotidien qui subissent eux aussi et puis qui agissent comme ils peuvent dans ces espaces-là. Donc j'implique tout le monde, et puis dans ce tout le monde-là, j'implique également des groupes de femmes musulmanes. Alors évidemment, là vous avez une image avec des gros pixels, etc. Il exagère de montrer des femmes voilées avec des pixels. Alors je le fais parce que quand je fais cette photo-là, tout le monde est très d'accord pour m'accueillir, et puis dès qu'on sort un appareil photo, en tout cas à ce moment-là, il n'était pas question que les images puissent circuler, on ne sait jamais. Donc je me suis engagé à ne pas diffuser des images d'elles
à visage découvert, même si tout ça c'est de la spéculation, on en parlera après. Ensuite vient le temps de la digestion esthétique ou plastique de cette immersion, etc. Et donc vous avez devant vous un ensemble d'images qui vont devenir des blasons, un petit peu comme si vous aviez, enfin c'est pas un petit peu, vous avez dans chacun de ces blasons-là un des groupes qui occupent l'espace public, à la fois des personnes âgées, des jeunes avec les vélos, vous retrouvez le 12-10, et dans chacune de ces compositions qui fonctionnent comme un blason ou comme un post-it, je retiens quelque chose, c'est-à-dire que vous avez une forme qui est blanche, comme ça, qui est un peu énigmatique, qui est grosso modo, il manque quelque chose, voilà, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à cet endroit-là. Donc ces images-là vont ensuite être installées, alors je reviens sur cette image-là 12-10, pour une petite anecdote, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je revenais dans le quartier, évidemment, au bout d'un moment, j'étais un petit peu connu, parce que j'étais celui qui avait des photos, j'étais pas trop louche, parce que j'étais quand même sympa, je donnais des photos, bref, etc. Et à chaque fois que je venais, les jeunes, ils me repéraient, et on faisait de plus en plus de photos. Donc à la fin, vous avez une immense photo avec tout le monde dessus. Bon, bref, c'est un peu anecdotique, mais pas tant. Et puis arrive le moment de la restitution plastique du travail. Donc ça prend une forme extrêmement simple, c'est de la sérigraphie sur tous les maillets. Vous avez une douzaine de plaques comme ça qui vont être installées directement dans le lieu. Alors l'artiste va plus vite que l'urbaniste ou que l'architecte, c'est bien connu. Et donc je restitue mon travail avec beaucoup d'avance par rapport au chantier. Alors ça peut paraître encore une fois une anecdote, mais ça l'est pas tant parce qu'on est souvent pris dans des temps de production qui sont des temps très longs, et cette lenteur ou cette longueur, finalement, elle est intéressante parce qu'elle permet de mesurer aussi la pertinence du travail et de voir si ce travail-là va tenir dans le temps, puisque ma contrainte à moi était de produire une œuvre avec un minimum de 10 ans de tenue dans l'espace public. Donc 10 ans de tenue dans l'espace public, ça dit déjà qu'il faut un matériau qui soit solide. Donc la rénovation urbaine arrive à son terme. Voilà ce qu'aurait pu être la rénovation urbaine. Alors vous avez un ensemble de matériaux minéral. Alors c'est important le minéral parce que c'est facile à nettoyer, c'est pas trop d'entretien, etc. Et puis c'est propre. C'est quand même très important que ce soit propre. Et puis l'installation de mes pièces. Donc j'ai négocié avec l'architecte que chacune des colonnes soit décaissée, c'est-à-dire qu'elle puisse permettre qu'on y inscrive ces plaques de rue qui prennent cette forme-là, avec celle du 12-10, etc. Et donc, deuxième forme du travail, à la fois donc, des plaques de rue qui signalent que vous arrivez dans un espace public qui est peut-être occupé par des personnes qui ne sont pas toutes les mêmes que vous. Et donc, vous arrivez presque chez quelqu'un. Donc, la pièce, je le rappelle, s'appelle le vestibule. Et puis, pour faire ce passage entre la dimension publique du lieu et la dimension privée de son occupation ou de ses usages, je fabrique un ensemble de magnettes, vous savez, des magnettes qu'on colle sur les frigos, et ces mêmes images-là, d'un seul coup, passent de l'espace public à l'espace privé. Et donc, avant même l'inauguration, les magnettes étaient collées sur les frigos des habitants, mais aussi des collectionneurs d'art, mais aussi un peu de finalement tout le monde, avec cette préoccupation de ne pas assigner trop la production à un endroit, même si elle est physiquement quelque part. Jour de l'inauguration, vous avez tous les officiels qui sont là. Alors, c'était intéressant, donc c'est la région Bruxelles-Capitale, c'était une grande commande publique. Et puis, ils font le vernissage à 11h du matin. Donc, le vernissage à 11h du matin, autant vous dire que tous les gens un peu louches, ils dorment, et tous les gens qui travaillent, ils travaillent. Et donc, il n'y a pas grand monde, sauf la ministre, et puis donc on fait cette inauguration, et puis là, ça se passe pas très bien, parce que l'architecte s'était gouré, ils avaient décaissé des colonnes en plus. Donc je suis obligé de revenir, je me sers du vernissage comme étant un moment de travail et je poursuis le travail. Et voilà, je reviens donc 6 mois après installer des nouvelles pièces. Vous avez un peu l'état du lieu 6 mois après. Alors moi je trouve l'image intéressante parce que vous avez des jardinières qui n'ont pas du tout été entretenues et qui produisent une espèce de végétation sauvage qui est très belle mais qui n'est pas du tout évidemment ce qui devrait être. Dans les bars du coin on retrouve les magnettes, preuve que le projet vit. Et puis, quelques années après, c'est-à-dire là en gros, c'est 8 ans après, j'aime bien revenir dans les endroits où j'ai installé des œuvres, pas par nostalgie ou quoi que ce soit, pour voir si ça tient. Pour voir si ça tient, si le projet garde du sens et si les habitants ou les usagers ou les gens qui sont là, bref, ne l'ont pas détruit par agacement, parce que ça arrive que les pièces soient détruites.
Et je peux vous dire maintenant que l'œuvre a été installée en 2009, on est en 2019, et donc les 10 ans sont atteints et que les pièces sont intactes. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est que quand je retourne là-bas, évidemment, personne ne me reconnaît, hein. Évidemment, j'ai changé, j'ai vieilli, un peu. Mais bon, bref, les pièces sont là, et surtout, ce qui est très intéressant, et je ne l'ai pas dit, c'est que quand je croise certains jeunes dans le quartier avec qui je discute, ils me disent bah, « je suis sur la photo là-bas ». Évidemment, ils mentent. Ils ne sont pas sur la photo là-bas. Ce que je ne vous ai pas dit, et parce que j'étais un petit peu vite, c'est que toutes les photos, elles sont pixelisées. Donc en fait, vous avez des visages pixelisés. Alors on m'a dit, mais pourquoi tu pixelises le visage des gens? Il faut qu'on les reconnaisse. Et moi je dis, non, il ne faut pas qu'on les reconnaisse, il faut qu'on puisse peut-être se reconnaître. Et tout se joue dans le peut-être, parce que les gens se sont identifiés à des images dans lesquelles ils ne sont pas. Donc c'est le principe d'identification que je vais chercher là. Et puis, je dis juste encore une dernière anecdote avant de poursuivre. Cette fameuse image du 12-10 sur laquelle j'ai un peu insisté lourdement, sur les codes sources, etc. Il s'avère que c'est une œuvre qui n'a pas été censurée, à ma connaissance. Sauf que, lorsque les œuvres ont été présentées au président des HBM, il a dit toutes sauf celle-ci. Toutes sauf le 12-10, il ne faut pas que les jeunes aient un point d'accroche avec leur code, etc. Parce que c'est pas possible. Et ils sont bourrés quand ils ont fait l'installation, ils l'ont quand même installé. Alors ce qui est très drôle, c'est que sous cette pièce-là, il y a d'autres ajouts qui se font, mais l'erreur des services techniques a permis que cette image puisse être installée, et tant mieux, parce que j'ai été un peu vite dans mon truc. Vous voyez quelques images après, là, l'appropriation passe aussi par ce type de dispositif. Quelques années après, vous voyez, je reviens et je fais une photo d'un frigo avec des dauphins et des Mickey et les œuvres. Voilà, donc ça c'était une... Ça va, je vais pas trop vite? Ouais, vous me dites, hein, parce que parfois je fais un peu vite. Ça c'était la première histoire sur les quartiers nord, donc quartier nord de Bruxelles. Et puis, dans mon travail, je ne travaille pas que sur les quartiers d'habitat populaire, je fais un travail sur les groupes sociaux. Et puis là, j'ai fait un petit écart sur un projet que je menais en parallèle, qui s'appelle Moi le groupe, qui est un travail que j'ai fait dans les lycées professionnels. Et dans les lycées professionnels, souvent, on retrouve certains habitants des quartiers populaires. Et si je parle de ça, c'est que j'étais très intéressé et préoccupé à l'époque par cette question de la représentation du rapport au groupe. Donc j'ai monté ce projet qui venait interroger la relation que peuvent avoir les jeunes à leur identité en construction, plutôt les identifications du groupe de jeunes et celle du métier. Premier, donc je vais rentrer un autre protocole, ça c'est avec des menuisiers. Et avec ces menuisiers-là, je fais un travail qui consiste, encore une fois, à amener le groupe à se réfléchir, c'est-à-dire à penser comment il peut se raconter par le corps, par l'habit, par une attitude, etc., dans son institution. Donc je mets en jeu le groupe, moi, et l'institution. Et bien sûr, les clichés qui les agitent, etc. Et avec les menuisiers, c'était un groupe très compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez des menuisiers, mais c'est des gens qui ne parlent pas du tout. En fait, c'est des taiseux. Et moi, je suis très bavard, et donc à chaque fois, on fait une discussion autour, etc. Et puis, quand ils parlent de leur métier, ils parlent des fenêtres, des huisseries. Et c'était quand même très chiant comme discussion, donc ça ne marchait pas. Donc, on a décidé de déambuler dans l'espace du lycée. Et il commence à se dérider, il commence à être vraiment bien quand il y a la boîte à outils. L'objet intermédiaire, l'objet qui va permettre de se décaler et puis d'aller jouer. Donc on fait une première série d'images avec eux, bon, je vais très vite, et puis rapidement arrive cette photo de groupe, qui est la photo qui va devenir l'image du projet. Alors comment ça se passe? Eh bien, on est dehors, d'un seul coup, on fait une photo de groupe, et je n'interviens pas du tout sur l'organisation du groupe. C'est-à-dire que c'est de lui-même, entre guillemets, qui se mettent en place comme ça, etc. Donc, sur cette photo, il y a deux éléments qui sont très forts de façon indicielle de ce qu'est ce groupe de menuisiers. D'abord, ils ont tous les mains dans les poches. Alors quand les profs ont vu la photo, ils ont crié au scandale, parce que quand même, ils ont tous les mains dans les poches, ils ne branlent rien, c'est quand même pas terrible, c'est pas une belle image du métier. Sauf que quand on en discute avec des sociologues ou des gens qui s'intéressent un peu à la représentation des métiers, on se rend compte que les travaux manuels, les gens gardent les mains dans les poches pour se protéger les mains en fait. Hein, c'est un retournement intéressant. Alors il y a une autre histoire qui est drôle dans cette image-là. Il n'y en a qu'un qui a les mains sorties et qui joue avec des clés et qui est debout sur une boîte. C'est le seul qui va abandonner la formation de menuiserie. Bref.
Et puis donc on continue à jouer, et puis moi je savais pas trop s'il fallait que j'arrête, etc. Puis je leur propose de faire un travail de sculpture avec leur boîte. Alors moi je suis pas trop de sculpture, hein, je suis pas un sculpteur, ou alors un sculpteur social, hein, on peut en discuter. Et puis on fait un travail comme ça, et puis assez rapidement on se trouve devant l'entrée du lycée, etc. Et puis vous savez maintenant les lycées, c'est des lycées très sécurisés, hein, c'est un peu comme les quartiers d'habitat populaire, vous avez des grilles, vous avez des grilles palières, et puis vous avez des caméras, des badges pour rentrer, etc. Et puis il se trouve que je leur propose de choisir différents endroits pour travailler. Ils choisissent l'entrée du lycée. Et puis, comme moi j'ai pas d'idée, ils trouvent l'idée de faire une espèce de forme ronde comme ça qui prend le dedans et le dehors. Vous voyez, on est sur un anneau comme ça qui est assez chouette. Et puis on fait cette installation-là. Puis manque de peau pour eux, c'est la récré. Alors la récréation a eu une performance avec un artiste pour des mecs qui parlent pas, etc. C'est juste la honte totale. Mais en même temps qu'on fait ça, la grille se met en panne comme ça. Donc vous avez à la fois la récré qui s'annonce, la grille qui se met en panne, et vous avez cette photo comme ça improbable avec une série de portraits d'élèves et puis une chaussure jaune posée au sol. Je ne vous dirai pas pourquoi elle est là parce que je l'ignore. On fait cette série d'images-là, bref, ça devient une espèce de performance qui devient presque débordante, qui est presque une performance politique, là pour le coup. Et les élèves continuent, et on continue jusqu'à un autre endroit qu'ils adorent investir, c'est le bureau du proviseur. Donc voilà les élèves avec les boîtes dans le bureau du proviseur adjoint. Alors, le proviseur adjoint, vous savez, le proviseur adjoint dans un lycée, c'est celui qui contrôle tout. Hein, Bref, et donc, petite scène de débordement, sous l'œil amusé, des photos que vous ne voyez pas, mais qui sont en noir et blanc au mur, qui sont des photos de douaneaux, vous savez, les fameuses photos de douaneaux avec l'enfance dans la rue, etc. Bref, pour l'anecdote. Et puis en partant, un élève laisse une petite étoile sur le bureau du proviseur. Bref. Je poursuis, donc l'œuvre prend la forme une des formes de l'œuvre, c'est cette affiche comme ça qui va être installée en très grand avec les menuisiers, et elle est installée sous l'œil des caméras, mais pas exactement, parce que dans le flux de déroulement des élèves, elle est installée dos au flux, donc il faut faire un effort pour venir voir cette photographie-là. Et puis la pièce est appelée Manifeste bleu. Et donc vous avez un manifeste sous forme de document photographique comme ça qui était distribué par les élèves eux-mêmes à la sortie de l'établissement. Donc ce petit écart là comme ça par rapport au quartier populaire sur la question des élèves en formation professionnelle, juste pour pointer cette histoire de déplacement des assignations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est peut-être plus flagrant à ce moment-là du travail. En tout cas, comment eux se sont appropriés, en tout cas une place singulière dans mon dispositif artistique, en allant jusqu'à prendre une place qui auparavant n'avait pas. Et puis, les images parfois sont un petit peu abstraites, c'est-à-dire qu'il faut parfois entendre l'histoire de l'œuvre pour comprendre la teneur de l'œuvre. Donc je raconte mes histoires sous forme de romans photo, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bulle, etc., mais sous forme de livres. Et ces livres sont très très importants, alors, parce que c'est à la fois une des pièces du projet artistique, mais c'est aussi des livres qui sont restitués et qui arrivent après chez les uns et les autres. Deuxième histoire, celle-ci elle vous concerne un peu plus près parce que c'est les quartiers nord de Nantes. Hein. Pascal Bollot nous a rejoint, donc il pourra à loisir venir en parler avec moi s'il veut après. Donc projet Invisible. Alors comment j'arrive sur cette histoire d'Invisible? C'est parce que précisément Sylvain Martini, qui connaissait mon travail, qui l'avait repéré parce qu'il y avait une expo au FRAC, bon bref je sais plus, et puis a monté une structure avec Benjamin Mauduit qui nous a rejoint, et je le remercie, sur les quartiers nord de Nantes, et ils me disent Arnaud, ce serait quand même pas mal que tu viennes travailler sur les quartiers nord de Nantes, etc. Il y a certainement un truc à faire autour de l'action de la jeunesse. Et c'est toujours intéressant de venir travailler dans un quartier populaire, et en même temps c'est toujours parfois un petit peu dérangeant, parce qu'on peut aussi en tant qu'artiste être assigné à une figure de l'artiste qui va travailler avec les quartiers populaires, etc. Donc c'est compliqué. Et puis je dis, pourquoi pas, voyons voir un peu qu'est-ce qui peut se faire. Et donc à l'époque, on démarre par d'abord des hypothèses. Et la première hypothèse, c'est celle de qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter moi, dans ces quartiers populaires de Nantes-Nord, qui sont à la fois un des plus grands quartiers populaires de Nantes, sans doute pas des plus faciles, mais en tout cas complètement invisibles au reste de la ville, puisque les quartiers nord, quand on parle de quartier populaire, on parle souvent de Malakoff, Bellevue et compagnie, etc. Et donc, premier travail d'enquête, hein, c'est ce travail d'observation sur le terrain, et il y a quelques endroits qui sont assez magnifiques, comme ces lignes de désir ou chemins de chèvre, qui sont des parcours que les habitants prennent une fois que l'urbaniste est passé, une fois que l'urbaniste a fait ses dessins, les habitants en font d'autres, et puis ça crée des espaces comme ça de circulation un petit peu autres.
Et puis il y a d'autres signes d'usage de l'espace comme ça, au pied des immeubles, avec ces motos ou ces quads, etc. Alors le premier moment de l'enquête, ça se passe le matin, quand tout le monde dort, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et la déambulation commence d'abord par une prise d'indices des choses qu'on voit au sol. Alors évidemment, c'est ça qui est intéressant et embêtant en même temps, c'est qu'on est toujours attiré, capté par des signes qui sont des résultats d'une forme de violence dans l'espace urbain. Et la vraie difficulté peut-être, c'est comment réussir à dépasser ces standards sur les quartiers populaires, ces clichés. Alors, ils existent, hein, il y a de la violence, mais il n'y a pas que ça. Mais voilà, si on en reste à un premier constat de l'espace public, il se peut qu'on soit pris, comme peuvent l'être beaucoup de médias quand ils s'occupent de traiter par l'image de ces espaces-là. On peut être pris par une première image comme ça qui est presque caricaturale ou exagérée de ces quartiers-là, même si encore une fois elle existe. Et puis l'institution elle-même, hein, ça c'est les espaces verts de la ville de Nantes qui à l'époque entreposaient, parce que c'est confortable, sur un terrain de sport, des bennes pour y déposer les ordures vertes. Alors bon, bien sûr, quand on voit ça, c'est pas grave, mais en même temps, on ne ferait pas ça partout ailleurs. Et puis, il y a encore quelques indices qui sont amusants, qui racontent de l'usage des murs par la jeunesse, de la police. Et puis, vous avez ce petit détail d'architecture que je trouve très intéressant, parce qu'on est directement dans l'analogie au courant moderne, mais aussi au château fort, hein, vous voyez, on se protège avec des crénelures, on pourrait mettre une mitraillette ou je sais pas quoi, voilà, pour se protéger. Donc il y a plein de citations comme ça qui sont presque inconscientes finalement, d'une espèce de guérilla urbaine ou imaginaire qui se joue là. Alors guérilla urbaine et imaginaire qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque c'était Skyblog, Skyrock et tout, etc. Donc on peut aller très vite repérer tous les exploits des uns et des autres, hein, de voitures qui brûlent, etc. Ou en tout cas, moi ce qui m'intéressait, parce que Benjamin était à l'origine de mon intérêt pour la dimension multimédia, en tout cas comment l'espace public se superpose, enfin comment une couche numérique superpose l'espace public physique, donc comment l'espace public numérique s'invente, et voilà, comment c'est médiatisé, et comment les jeunes eux-mêmes, finalement, s'installent dans une espèce de caricature de Nantes Nord en force, et etc., etc. Bref. Voilà, et j'en reste pas là. Parce que j'ai considéré que c'était insuffisant de me bloquer ou de rester bloqué à une espèce d'image que c'est un peu caricaturale. Et puis je m'infiltre et j'accompagne les activités de l'éclectique qui organisait pour les jeunes des sessions de danse, de musique, de crump, et tout, etc. Et puis je redécouvre, ou je découvre, je ne sais plus exactement, cette jeunesse comme ça qui danse, cette jeunesse qui se met en scène, cet érotisme du corps qu'on peut avoir au travers de certaines danses comme ça qui étaient absolument extraordinaires. Et j'en fais des photos, beaucoup, énormément. Et ces photos-là vont me servir de point de départ et de point d'accroche pour créer un réseau sur les quartiers nord de Nantes. Et puis pour petit à petit rencontrer des acteurs de la vie locale, des acteurs qui sont à la fois associatifs, culturels, sportifs. Et puis, je ne l'ai pas dit encore, mais me déplacer moi aussi par rapport à mes propres représentations. Que le premier qui se déplace, c'est moi, hein, parce que c'est moi qui viens sur le terrain de l'autre. Et dans cette idée du déplacement, comment on se défait de certains clichés, certaines caricatures, certaines appréhensions qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas toujours au courant, pas au contact d'eux, etc. Et puis les on-dit, vous savez, là vous avez une femme qui s'appelle Louisa Batoy, qui est devenue une figure des quartiers nord, hein, mais qui donc est une femme voilée, et qu'à l'époque, faire des photographies de femmes musulmanes voilées, c'était un problème. Alors ça n'a jamais été un problème, mais il faut dépasser cette histoire-là. Et puis donc je poursuis mes infiltrations dans les différents acteurs de ces espaces-là, intervenants culturels. Et puis vous avez toutes les activités que propose l'Accord, avec notamment un gros standard, hein, qui est aussi un cliché, et qui aussi peut-être aussi a interrogé la question des graphes dans les quartiers, parce que dans les quartiers on fait des graphes parce que c'est une demande. Alors qui, du poule et de l'œuf, fait le graphe dans le quartier, on ne sait pas, mais en tout cas on est sûr qu'il y a du graphe. Et puis il y a aussi des activités proposées aux jeunes. Alors c'est un hasard, je vous montre cette image-là, évidemment c'est une provocation, hein, parce que, quoique, peut-être le temps me dira que non.
Mais à l'époque, il y avait ce groupe d'ados, là, comme ça, qui avait un problème avec les armes à feu et que les animateurs du centre de loisirs, dont je tairai le nom, ont décidé de les emmener faire du tir à la carabine pour les aider à pallier à ce problème d'armes à feu. Voilà, et puis je découvre aussi le rapport à la boxe. Hein, vous voyez, toute cette géographie des activités dans les quartiers populaires qui sont très forts. La boxe est un lieu important. Et puis la musculation aussi, qui m'a permis de me muscler moi-même après. Mais très très loin après. Donc je dis des blagues là, pour prendre un peu mon souffle. Mais la musculation, la boxe, le loisir, etc., ça m'a permis de rencontrer des jeunes des quartiers à différents endroits et avec une mise en scène d'eux différente. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les mêmes quand ils allaient à l'éclectique, ils n'étaient pas les mêmes quand ils allaient à la salle de musculation, ils n'étaient pas les mêmes, etc. Et en fait, en créant ce réseau-là, en créant cette rencontre-là, du coup, je devenais une espèce de maillon entre les différents acteurs usagers de ces espaces-là. Voilà. Et à l'époque, naît Facebook, ou plutôt je nais à Facebook. Hein, c'était dans les années, je ne sais plus, 2000, il y a 10 ans. Après 2006, voilà, c'est ça. Et donc je crée un album People de mes rencontres sur les quartiers nord. Alors ça, c'est presque contre nature que je fais ça, parce que toutes les personnes que vous avez ici, elles sont ni pixelisées, ni invisibilisées, elles sont toutes reconnaissables. Alors je le fais parce que toutes les photos que je donnais, ou que j'envoyais par mail, etc., je les retrouvais toutes sur Facebook. Donc là, bref, donc je me suis dit, puisque eux publicisent la rencontre qu'on a faite, je vais la publiciser aussi. Et donc on crée une espèce d'album People qui est une espèce de lieu finalement où les uns et les autres se retrouvent connectés au projet artistique sans forcément avoir la conscience que c'est un projet artistique, mais ça viendra dans un deuxième temps. Et puis arrive le moment où je propose un protocole artistique, c'est-à-dire où je vais réfléchir sur comment on peut faire un travail de représentation de ces habitants des quartiers populaires, sans tomber dans les standards des poses, dans les caricatures des vêtements, etc. Comment on peut émanciper et les uns et les autres de certaines assignations, notamment vestimentaires et corporelles. Et le travail va être très simple. Ça va prendre énormément de temps. Ça va consister à déplacer le corps de l'autre dans une gestuelle un petit peu différente. C'est-à-dire que quand on fait des photos et qu'on est peut-être là-bas ou ici, on a tous et toutes une gestuelle particulière. Donc l'idée, c'est de déplacer cette gestuelle et d'aller travailler plutôt sur des gestes un peu chorégraphiés qu'on peut faire sans s'en rendre compte. Vous voyez, vous avez votre main comme ça, j'aurais pu travailler à partir de ça. Enfin, vous avez tous une gestuelle qui vous appartient. Et donc je me suis appuyé sur cette gestuelle-là et puis j'ai commencé à travailler pour produire ce que j'ai appelé des avatars, c'est-à-dire des représentations de soi avec un masque de soi qui permettait et aux uns et aux autres d'apparaître sur l'espace public et de commencer à raconter des choses qu'on n'ose pas dire sur l'espace public. Donc l'enjeu, il était là. Et ça m'a pris un temps très long, puisque à chaque fois, j'allais m'appuyer sur les signes que je pouvais trouver sur les personnes afin d'en produire un masque. Et vous avez donc un photomontage avec la personne qui apparaît dans une gestuelle avec elle que j'ai négocié avec elle, et puis elle est masquée pour mieux apparaître, ou apparaître différemment en tout cas. Et chacune de ces images est une image négociée, dans le sens où elles sont toutes présentées aux personnes qui ont accepté de jouer ce jeu-là. Donc ce sont les avatars qui commencent à arriver, et c'est un jeu entre le standard, le cliché et l'image qu'on veut donner de soi. Et puis évidemment, moi je continue à m'amuser à partir du souvenir que j'ai de la rencontre avec la personne et les signes qu'il y a sur lui pour produire un ensemble de figures masquées. Deuxième temps, qui est presque le troisième temps du travail, la prise de place des avatars dans les espaces des associations. Alors, on n'est pas encore dans l'espace public, parce que ces avatars-là, c'était un petit peu trop évident de les mettre dehors, et puis ça allait fragiliser en tant que personne. Mais en tout cas, ils sont installés directement dans les lieux où ils ont été photographiés, par les acteurs du lieu en question. Et donc chaque lieu se trouve transformé par l'arrivée de ces avatars, et à chaque fois ça crée un événement au sens transformation physique du lieu, mais aussi un événement au sens politique, puisque chacune des images n'était pas si anodine que ça, parce qu'à chaque fois elle générait débat, discussion, etc., etc. Donc le projet a pris comme ça entre 2010 et 2014 environ beaucoup de temps,
parce que il y avait une espèce d'entraînement comme ça, à la fois par d'autres associations, par d'autres rencontres, et que ce soit que les personnes du CATTP, que ce soit à la Boissière, je ne me souviens plus, etc. Il y avait l'idée, en fait, chez moi, d'aller attraper, entre guillemets, des représentations différentes de tous les habitants de ces quartiers populaires, et de ne pas me rester cantonné à une certaine typologie de personnes, mais d'ouvrir au maximum, tout en allant produire des images qui interrogent évidemment le rapport au genre, le rapport au voile, le rapport à l'image de soi, etc., etc., etc. Et donc ces images-là, donc, elles ont occupé l'imaginaire très fort, puisque évidemment, en médiatisant ces corps masqués, ça a généré du débat, des infiltrations dans les réseaux sociaux. Et puis petit à petit, ces images-là sont devenues emblématiques finalement de ma relation à ces quartiers nord-là. Et puis voilà, elles ont glissé pour vivre leur vie ici et là. Il y a eu à peu près 10 installations différentes dans 10 lieux différents sous forme d'affiches, donc des affiches éphémères. Dans certains lieux, je pense qu'elles y sont encore, dans d'autres, ils les ont recouvertes parce que là, ça prend trop de place visuellement, ce que je peux entendre. Et puis, à un moment du travail, il y a environ 256 personnes qui ont été impliquées dans ce travail de fabrication des avatars, ce qui est énorme et puis en même temps rien à l'échelle d'un quartier. Il y a eu la fabrication d'un livre qui s'est appelé Invisible, voilà, et qui a été remis comme cadeau à l'ensemble des acteurs. Et c'était un pari, ce livre, hein, je me souviens à l'époque, mais c'était un moment qui était très beau, parce qu'au-delà de faire des livres, etc., qui médiatisent le projet artistique, c'est surtout un retour pour les uns les autres sur l'image de soi et comment ça permet de se redécouvrir et de découvrir d'autres personnes, etc., etc. Arrive la deuxième partie du projet qui est beaucoup plus abstrait et encore beaucoup plus longue à mettre en place, qui était de qu'est-ce que ces avatars vont bien pouvoir nous raconter de l'espace public dans lequel ils ont été créés. Et donc je retrouve une vingtaine de personnes avec qui nous discutons de l'espace public et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous raconter de cet espace public-là. Et donc les avatars deviennent des personnages animés pour la création d'un jeu vidéo qui s'est appelé Under Fire, qui est vraiment presque un jeu humoristique dans lequel vous retrouvez les avatars en prise avec des figures, des monstres en quelque sorte, qu'il va falloir détruire. Donc là, c'est le principe du jeu, c'est un jeu sur l'espace virtuel, etc. Et puis, vous avez comme ça ces figures comme dans les jeux vidéo à l'ancienne. Et je reprends ce que j'ai vu dans l'espace public, c'est-à-dire, là, vous avez le début du jeu vidéo où c'est un premier niveau où il faut sortir de l'espace public qui est presque travaillé comme une citadelle. Et puis vous traversez différents lieux comme une espèce de parc comme ça. Alors c'est très drôle les parcs et les espaces verts dans les quartiers populaires parce que c'est presque là où la police et les jeunes se rejoignent sur leur appréhension de ces espaces-là. Parce que la police et les préfets ils vous disent on ne veut plus d'espaces boisés parce qu'on veut tout voir. Hein, et puis certains jeunes vous disent ah bah ouais, mais les espaces boisés, moi ça me fait un peu peur parce que c'est là où je peux me faire attraper. Donc là ils sont d'accord sur au moins un aspect. Alors, on est un peu emmerdé parce qu'on aimerait bien avoir plus d'espaces boisés. Voilà, et puis vous avez différents niveaux comme ça avec ce passage comme ça qui est un passage entre un quartier d'habitat vertical et puis des logements d'habitat individuel. Et c'est un jeune qui m'a donné l'idée de faire ça, il m'a dit mais je lui ai dit, mais où est-ce que tu as peur, toi? Et il me dit, mais moi j'ai peur, pas quand je suis au pied de mes immeubles, etc. Moi j'ai peur quand je traverse la zone de pavillon, parce que j'ai vraiment l'impression d'être observé, etc. Bon bref, c'est juste un petit décalage pour ça. Et puis donc le jeu vidéo sort, et puis pour faire un jeu vidéo, il faut évidemment trouver une bande son. Alors j'ai demandé à plein d'artistes nantais et pas que, de me prêter des morceaux de musique pour accompagner le jeu vidéo. Et puis, il fallait faire un jingle, donc évidemment, je suis ni chanteur ni musicien, mais j'ai quand même fait un jingle qui s'appelait avec Under Fire, etc. On a loué un studio, et puis certains jeunes du quartier, qui étaient des très très bons chanteurs, sont venus chanter avec moi. Non pas avec moi, sont venus chanter en studio, moi je chante pas. Et donc on a produit un CD, et alors là, c'est un peu le côté marketing du projet. Alors, je vais mettre des nuances à marketing, hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas les budgets pour marketer mes projets, même si la ville de Nantes nous a beaucoup aidé. Parce que c'est une politique publique qui s'appelait la rempartage, on en discutera après. Mais donc, du coup, l'idée, c'était de produire des objets qui allaient singer un peu le marketing des jeux vidéo, comme le CD, avec des concerts à la fin. On a fait des showcases à la FNAC pour un jeu vidéo old school, bref.
On a fait des t-shirts avec l'éclectique, vous voyez, on avait fait comme ça, et on a posé, enfin, ils ont posé pour faire des modèles, etc. Dernière phase du projet, ouais, c'est un projet gigogne comme ça, mais qui revient à la fin sur la question de l'espace public et des représentations dans l'espace public. Création de 36 plaques de rue qui ont été travaillées comme de la décalcomanie. Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas la décalcomanie, c'était un truc qu'on grattait et ça se collait sur place. Bref. Et donc on fait ce principe-là où chacun, ou des groupes d'habitants pouvaient choisir des figures, comme ça, parmi la collection de 256 avatars. Et avec l'aide de Nantes Habitat, de l'Agglo, de la ville, j'ai produit une série de plaques de rue qu'on a installées sous les noms des rues classiques, rue Samuel de Champlain. Et ça a été fait de façon, alors c'est pas une façon pirate, hein, parce qu'évidemment tout ça est négocié, mais ça a été fait de façon improvisée. C'est-à-dire que on avait repéré des endroits, puis à un autre moment on trouvait que c'était plus bien là, etc. Et quand on a posé les images ici, ça c'est rue Samuel de Champlain, on s'est un peu fait caillasser par les mecs qui tiennent la cage d'escalier là. Pourtant, c'était le matin. Mais voilà, après, il ne nous est rien arrivé. Et donc, vous avez partout sur les cartes, sur cette géographie des quartiers nord, cette série d'images qui dédouble en quelque sorte la question de l'espace public avec son repérage administratif et puis double casquette avec cette histoire invisible. J'en ai presque fini avec cette deuxième histoire invisible sur les quartiers nord. Toujours cette préoccupation de raconter des histoires et de raconter l'histoire avec une dimension un petit peu réflexive. Donc là, le projet prend la forme d'un nouveau livre qui s'appelle Invisible 2007-2013, on a les dates, journal de l'œuvre, où je raconte les différents moments du processus et comment l'œuvre arrive, comment elle est accrochée dans le lieu. Ça prend la forme d'une discussion avec Sylvain Martini sous forme d'échanges épistolaires. Et puis il y a plein de petits éléments comme ça qui sont plutôt des fragments de concept, hein, sur la question de la peur, des paysages mentaux, de l'incarnation des avatars, etc., etc. Même période, où à peu près à la fin du projet Invisible, la maison d'arrêt de Nantes ferme. On est en 2011 c'est ça. Et puis je fais des pieds et des mains. Vous voyez, je passe d'un espace à un autre, hein, un dessin évidemment. Mais on est en 2012, la maison d'arrêt de Nantes ferme. Je fais des pieds et des mains pour pouvoir rentrer dans la maison d'arrêt le lendemain du transfert des détenus. Alors pourquoi je passe d'un quartier populaire à une maison d'arrêt Parce que par hasard. Pour l'instant, par hasard. Dans ma conscience du travail artistique, pour l'instant, par hasard. Et donc, par hasard, je fais des pieds et des mains pour retourner dans cette maison d'arrêt que j'avais découvert en 2000 en sortant de l'école des Beaux-Arts où j'avais fait un atelier de pratique artistique sur l'action de la liberté en prison, parce qu'il n'y a pas un artiste en France qui ne va pas en prison sans parler de la liberté, bref. Et je fais cet atelier-là, et puis je me dis que quand même la maison d'arrêt de Nantes, il faut absolument en garder une trace, une mémoire, parce que c'est quand même un lieu d'histoire en plein centre-ville, l'urbanisme a englobé ces maisons du 19e siècle, etc. Il faut que j'y aille. Et donc j'y vais sans autorisation vraiment écrite, en tout cas sans budget ni commande. Et puis je commence à faire un travail photographique d'abord, sur les traces du vécu des détenus, des surveillants, etc. Et donc ça a été un moment très fort, parce que bien sûr, rentrer dans une prison, c'est comme si vous rentriez chez quelqu'un après 150 ans d'usage, presque 200, 150 ans, et que d'un seul coup vous rentrez chez quelqu'un et qu'il n'y a plus personne, mais tout est un peu en place. Donc c'est très émouvant, j'en ai fait beaucoup d'images, ça a été très violent, ça a été un choc émotionnel très fort, mais j'ai pas compris tout ce que je faisais, et puis j'ai décidé de venir interroger ce que je faisais, et d'aller interroger non pas les détenus, mais d'aller interroger les personnels de surveillance sur leur histoire de la prison, et comment, à partir des images que j'allais leur présenter, comment ils pouvaient me raconter ce qu'ils y avaient vécu. Alors on est d'un seul coup sur une espèce d'inversion de l'œilleton. Et j'ai répété cette histoire-là dans 3 prisons en France, à Nantes, à Valence et à Beauvais. Et j'en ai développé un projet qui s'est appelé Le Tigre et le Papillon, qui est issu d'une image comme ça, photographiée sur un mur dans la maison d'arrêt de Nantes. Donc voilà, pas un graffiti vraiment, mais un dessin d'un tigre qui essaie de frapper un papillon. Je me dis, mais qui du tigre et du papillon représente la force ou la fragilité, le surveillant ou le détenu? Donc j'ai déroulé comme ça le fil de ma recherche, en allant travailler avec ces personnels de surveillance pendant un certain temps. Ils m'ont raconté leur prison, ils m'ont raconté leur histoire. Alors ça connecte avec pour Nantes en particulier, parce que ce qui était émouvant,
c'est que parfois sur les quartiers nord, sans vouloir faire de l'assignation, mais parfois, il y avait quelques jeunes qui disparaissaient aux onzons, hein, parce qu'il voilà, y avait des connexions. Et puis sur les murs de la prison, on retrouvait des insignes et des graffitis comme ça, avec quartier nord en force, ou les Dervalières, ou machin, etc. Il y avait une espèce de quelque chose d'assez émouvant à cet endroit-là. Voilà, puis après, je passe, que je ne vais pas détailler tout ça. Et toutes ces images-là, j'ai été les présenter aux surveillants dans leur nouvelle prison, et ils m'ont raconté leur histoire, et c'est une histoire qui m'a conduit, et qui me conduit encore sur le terrain de désenfermement. Hein, l'analogie maintenant est évidente, hein, puisque je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années sur les assignations et les enfermements, à la fois sur les codes, les représentations, les clichés, mais aussi dans les lieux vraiment de l'enfermement, où finalement tout le monde, ou pas tout le monde, mais parfois certaines représentations, certains codes et typologies font que, y compris les personnels de surveillance, s'assignent eux-mêmes à certains registres et de paroles et d'images. Donc un petit patchwork assez rapide du travail, où du tigre et du papillon, je passe dans les maisons d'arrêt vidées, je passe à l'école nationale d'administration pénitentiaire, école dans laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans, à réfléchir avec les élèves sur le métier qui est en train d'être incorporé et comment les codes de la culture pénitentiaire rentrent dans leur imaginaire, comment l'imaginaire de la prison est présent, et comment finalement eux aussi, pour certains, comment c'est compliqué de devenir surveillant quand on retrouve ses copains d'école qui sont de l'autre côté. Oui. Donc il y a un côté populaire comme ça qu'on va retrouver et qui va se tisser d'espace en espace. Voilà, tigre et papillon. Et puis tout à l'heure je vous ai dit avec un petit clin d'œil que souvent comment dire, quand on faisait des ateliers de pratique artistique, alors je dis ateliers de pratique artistique, je suis un peu violent là. Quand on fait des fresques avec les jeunes dans les quartiers, souvent on fait des tags ou des graphes ou des fresques un peu avec ce registre-là. Mais c'est vrai que dans les prisons c'est pareil en fait. Hein. Donc il n'y a pas une prison en France où il n'y a pas un tag comme ça ou un graphe qui vient occuper comme ça l'espace de façon extrêmement forte, présente, presque polluante. Voilà, ça c'est tout récent. Ça va ? Dernière histoire, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, Tima. Moins d'un quart d'heure. Ah, bah c'est bien, j'ai été hyper rapide en fait. Ouais. Excellent, excellent. Moi, je vais prendre mon temps pour... 10 minutes, c'est l'idéal. Bah, je suis bien, je trouve. Hein. Non, je ne sais pas ce que tu en penses. Dernier projet, qui est un projet en cours, alors vous allez m'excuser, je vais être un peu moins précis, même si j'étais très rapide sur les autres, qui s'appelle La Cage aux Oiseaux. Et là, c'est une invitation à travailler par le Centre photographique de Marseille sur les quartiers nord de Marseille. Alors je me dis, mais c'est quand même dingue quand même qu'on invite à chaque fois les mêmes à venir travailler dans les quartiers populaires. Donc j'hésite un petit peu encore, hein, mais en même temps, Marseille, c'est Marseille, hein, donc c'était intéressant. Donc La Cage aux Oiseaux, en fait, j'ai nommé ce projet-là La Cage aux Oiseaux, j'avais plusieurs images en tête, etc. Mais comme d'habitude, j'étais, je me suis mis dans le système d'enquête, et puis alors, quand on parle des quartiers nord de Marseille, évidemment, c'est pas la même que les quartiers nord de Nantes, en tout cas dans l'imaginaire collectif national, c'est des cités qui sont vraiment imposantes en termes d'espace, le rapport à la violence et à l'occupation de l'espace public, ça l'est vraiment, et puis il suffit de googliser pour tout ça, pour voir que la caricature est à l'œuvre, et pas que la caricature. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mais comment j'allais pouvoir revenir interroger, développer une réflexion à un endroit que j'avais déjà questionné une fois, 2 fois, etc. Donc j'ai puisé dans mes travaux en cours. Vous avez vu que le travail précédent, c'était le tigre et le papillon, il y avait une analogie à la figure animale. Peut-être que vous avez aperçu dans le travail sur les avatars des présences animales, hein, dans certains masques qui pouvaient apparaître. Puis j'ai refouillé, j'ai re-regardé, effectivement, dans certains des boulots d'avatar, il y avait cette figure animale qui arrivait. Et puis pour la petite anecdote, au tout début du projet Avatar sur les quartiers nord, j'ai fait venir un cheval pour faire une espèce de figure héroïque comme ça d'un avatar dans l'espace public. Mais j'avais abandonné cette piste-là, bref. Donc là, je poursuis ma réflexion à Marseille, et puis je décide de travailler sur une espèce d'inversion. C'est-à-dire que plutôt de parler de l'espace public avec des enjeux de sécurité, de drogue, de violence, de désengagement de l'État, etc., j'ai décidé d'aller plutôt attraper des récits de vie des habitants en m'appuyant sur des histoires qu'ils avaient avec les animaux, présence animale. Et
toute ma préoccupation a été donc de déplacer les uns et les autres sur ce terrain-là. Et ça commence avec cette première image-là, qui s'appelle Fish and Chips, qui est l'invitation, où je mangeais des chips avec mes enfants à Marseille, et puis d'un seul coup, il y a un poisson au fond qui se met à s'agiter et à s'échapper. Non, c'est pas vrai ce que je vous raconte. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'ai mangé des chips, c'est qu'à la fin des chips, il y avait un poisson tout au fond, et c'était un point de départ. Et donc je vais dans le quartier qui m'est proposé par 13 Habitat et Centre Marseille Photographique. Alors là, c'est quand même un quartier... alors on dit souvent que tout est pareil dans les quartiers populaires en France, évidemment pas du tout. Les quartiers de Nantes, ou en tout cas de l'Ouest, sont beaucoup plus solidaires. Le fonctionnement associatif il est beaucoup plus fort. Les relais municipaux, même si on peut discuter, sont quand même beaucoup plus actifs. Les quartiers nord de Marseille, c'est autrement plus complexe parce que probablement le réseau transversal entre les différentes structures est beaucoup moins opérant et l'isolement et la misère autrement plus fort. Vous avez donc l'entrée du quartier qui est avec un tout petit détail comme ça, vous avez une petite chaise là, qui est évidemment le guetteur qui attend le soir l'arrivée des consommateurs. Et comme dans toutes les cités, il y a des graphes, hein, voilà, avec des animaux encore qui sont présents. Puis là, ce qui était très très drôle, dans le quartier, au pied du quartier, il y avait un centre socioculturel avec lequel j'ai tenté de travailler. Ça a été beaucoup moins évident qu'avec l'éclectique, hein, parce que la plasticité du jeu entre l'arrivée de l'artiste dans un dispositif socioculturel et avec une institution, ici on a pu jouer, là-bas c'était beaucoup plus complexe. Il y a quelques images comme ça qui étaient amusantes de l'usage que pouvaient faire les jeunes. Et puis, donc je reviens sur mon titre qui s'appelle donc La cage aux oiseaux. L'idée, c'était d'aller travailler à partir de deux textes. Un texte de Majdi Mawad qui s'appelle Anima, qui est un texte qui raconte une aventure par le prisme de la lecture des animaux. Et puis un autre texte de Jacques Prévert qui est La cage aux oiseaux, qui est une très belle poésie en fait. Et je suis parti avec cette idée-là et j'ai mis en place un protocole un petit peu différent, qui est un protocole qui est passé par de la correspondance. Alors juste avant, alors on ne voit pas vraiment le campagne évêque, mais c'est énorme. Puis c'est des habitants qui ont une vue sur Marseille exceptionnelle. Alors le protocole a fonctionné comme ça. Donc dans un premier temps, j'ai embauché une assistante, ça aurait pu être un assistant, mais c'était une assistante, à venir faire un travail d'enquête et à trouver des habitants qui pourraient me raconter une histoire. N'habitant pas Marseille et ne pouvant pas m'y rendre de façon aussi prégnante que le projet sur Nantes-Nord. Et donc ça passe par... donc on a fait un premier test là, chez cette personne-là, et c'est très étonnant quand on commence à parler de la relation que nous entretenons avec les animaux, le déplacement vers la poésie, le sensible, permet d'aller attraper des choses très très belles. Et là, cette dame-là, elle collectionnait les plumes d'oiseaux, parce qu'elle avait une petite cage avec des oiseaux. Et donc l'échange, du coup, passe par là, et du coup, notre imaginaire se déploie à cet endroit-là. Donc le protocole que j'ai mis en place a consisté pour la personne qui travaillait pour moi d'aller rencontrer les habitants, qui me racontent une histoire et qui m'envoient par la poste. Donc vous avez un ensemble de lettres qui me sont parvenues. Alors vous voyez, du numérique, je suis reparti au côté vraiment vintage, comme ça, hein, mais c'était bien parce que du coup on avait choisi des timbres avec des enveloppes avec des oiseaux, des dessins, etc. Et à l'intérieur, à chaque fois que j'ouvrais la lettre, j'avais donc une photo de la personne et puis une histoire. Alors ça a été le premier pas. Et le deuxième pas, il a fallu que j'aille toquer chez l'habitant pour mettre en scène l'habitant dans sa relation à l'animal. Alors vous vous dites, mais alors ça paraît simple, c'est extrêmement compliqué parce que contrairement à l'espace public ou contrairement au travail avec les associations, etc., là il s'agit d'aller chez les uns et les autres. Et en allant chez les uns et chez les autres, c'est très compliqué parce que d'un seul coup il y a une mise à nu qui est un peu plus importante, il y a la question de la pudeur, il y a la question de franchir le pas, de rentrer chez les personnes. Et bref, certains acceptent. Et donc j'ai fait un travail, je vous montrerai après ce que j'ai fait. Donc en même temps que je faisais cette recherche-là, je me suis rendu compte que les présences animales étaient totales. Vous avez des tenues, vous voyez, pour aller se coucher, vous avez des tatouages. Bon, bref, je me suis amusé un petit peu à répertorier l'ensemble des figures animales qui composaient notre quotidien. Et on se rend compte à quel point c'est omniprésent, mais à quel point c'est aussi dramatique, parce qu'on perd nos animaux. Enfin, bref, j'y vais un peu vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Puis on trouve des animaux improbables aussi, hein, des alligators, comme ça. Voilà, et puis le travail que j'ai fait, je vais aller assez vite, hein,
On a fait un travail de mise en scène, en fait, des uns et des autres, avec les présences animales. Alors, c'est des improvisations, etc. Vous avez la petite dame avec ses lunettes qui deviennent des lunettes de hibou, il y a une carabine, etc. Il y a le monsieur à côté avec son chien. Bref, c'est à la fois... La question qui se pose à moi quand je fais ces photographies-là, c'est celle de comment regarder la personne dans son intérieur sans faire un documentaire qui surfragilise la personne représentée. C'est-à-dire comment montrer les choses sans les surjouer dans ce qui peut être un élément de grande pauvreté ou quoi. Donc le process continue comme ça. Il y a une première série d'œuvres qui est installée et puis j'écris depuis quelques années. Là, je suis passé beaucoup à une phase d'écriture qui accompagne à la fois le projet photographique, d'installation, etc. Et puis je me suis dit, mais tiens, sur la question des animaux, qu'est-ce qui m'anime chez moi et pourquoi je m'intéresse comme ça aux animaux d'un seul coup, parce que c'était pas un truc qui était présent. Donc je fais un travail d'enquête sur moi-même et puis je me rends compte que quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient me promener sur les chemins de campagne, c'était à Saint-Herblain, c'était bref, etc. Puis quand on est petit, on n'a pas très envie de se balader comme ça, et puis à chaque fois j'étais attiré par des choses qui sont sur le bas-côté comme ça. En fait, j'étais attiré par des bruits dans le bas-côté, et en fait c'est mon père qui avait des petits cailloux dans sa poche. Il jetait les petits cailloux de côté comme ça. Alors évidemment, moi comme un gamin, je continuais pour essayer d'aller voir s'il n'y avait pas des animaux dedans. Alors évidemment, c'est une histoire que je vous raconte. Mais je pense que c'est une histoire vraie, puisque finalement on peut y lire la métaphore du pas de côté dans la création artistique. Parce que quand on est sur le chemin et qu'on est toujours occupé par le côté, bon, hein, on peut être attiré par ça. Puis c'est ce qui a sans doute animé chez moi cette curiosité pour les présences animales, insectes et autres. Donc j'écris beaucoup de choses. Il y a une première installation qui s'est appelée Trompe la mort, parce que ce que j'ai découvert avec ces récits des habitants des quartiers populaires, c'est que d'un seul coup, quand on parle des animaux, on ne parle plus de sa douleur à soi ou de sa difficulté de vivre à soi, c'est un objet tiers, c'est une forme d'altérité autre. Et souvent, les animaux dans ces quartiers-là ont des animaux qui ont été sauvés par les habitants. Et donc ça, c'est très beau comme renversement, parce que d'un seul coup, ils deviennent des sauveurs. Ils ont sauvé un pigeon, ils ont sauvé un chat, un chien, etc. Et ce renversement-là permet de se reprojeter dans l'espace public et de le parler différemment. Donc je passe, etc. etc. J'arrive aux 2 dernières minutes, hein, Tima, c'est exact. Ça tombe bien, parce que j'ai pas grand-chose à dire maintenant, mais exposition, première exposition intermédiaire, on fait des expositions intermédiaires parfois, même s'ils ne sont pas très intéressantes, on essaye des choses. Et puis là, il y a un groupe de lycéens des quartiers nord qui vient et qui sont à la fois passionnés et effrayés par ces histoires animales. Et je pars sur un autre jeu avec eux qui est nos peurs animales. Finalement, les animaux, ça occupe tout le temps notre espace imaginaire, et en même temps, on fréquente très peu d'animaux, on a plutôt tendance à les tuer, à les bouffer, à les insectiser, machin, etc. Bref, plutôt que de vivre avec eux. Donc, j'ai décidé donc j'ai fait un boulot avec eux de correspondance sur la question des peurs animales. Donc ils ont travaillé sur qu'est-ce qui leur faisait peur, qu'est-ce qui les effrayait, etc. Un peu comme dans un cauchemar. On est retourné au Muséum d'Histoire Naturelle. Emmener des lycéens dans un Muséum d'Histoire Naturelle, c'est génial parce que c'est un retour à l'enfance. Et on revient voir des trucs comme ça qui vous inquiètent. Alors c'était très beau parce qu'ils m'ont fait des super dessins, ils m'ont écrit des super histoires, etc. Et puis je reçois de nouveau ces lettres-là et je propose à ces jeunes-là de dormir, c'est-à-dire de s'endormir et d'imaginer, ou en tout cas de se laisser porter par... Et je les emmène dans les réserves du Muséum d'Histoire Naturelle à Marseille et on fait une série d'images complètement improbables où ils étaient en train de dormir, mais voilà, je leur demandais de dormir, c'est pas compliqué, et en même temps il faut se lâcher quand on a 15 ans, qu'on est en seconde, qu'on est fréquenté. Ils dormaient et tout autour on a commencé à agiter les animaux de la réserve du Muséum d'Histoire Naturelle, et on a une série d'images comme ça, très improvisées, hein, parce que ça va très très vite, mais où ils sont complètement dans un espace de rêve, où l'animal devient à la fois fantasmagorique, inquiétant. Donc c'est un travail en cours, hein, j'ai pas grand chose à en dire parce que c'est toujours work in progress. Ce qui a vraiment changé avec ces jeunes-là par rapport au projet sur le quartier nord, c'est l'amplification du réseau social et de la médiatisation de toutes les images à toute berzingue. Ils ont médiatisé pour inviter plein de leurs copains, aucun n'est venu. On s'en fout, les images existent dans le réseau et c'est ça qui compte. Et voilà, ça s'est fini par un bon repas, puis à la fin de mon repas, il y avait des chevaux qui couraient. Voilà.
Merci Arnaud, merci infiniment. Ah, c'est mieux là. Donc voilà, le temps qu'Arnaud reprenne son souffle, parce que le propos est dense et passionnant. Et voilà, en plus tu as pleinement répondu à la commande, qui était l'art et la création dans, sur et avec les quartiers populaires. Et la question aussi qu'on s'était posée, quand on a travaillé sur le contenu de ta conférence, c'était la place et la posture de l'artiste quand il est en immersion dans un quartier populaire. Est-ce qu'il a accès au code de l'art contemporain, ou est-ce qu'à un moment donné, s'il reste trop longtemps dans un quartier populaire, est-ce qu'il est assigné à un animateur socioculturel? Et justement, pour éclaircir un petit peu ce questionnement, et c'est dans le cadre d'université, on demande toujours à une association du quartier ou en lien avec la thématique d'intervenir. Et là, c'est l'association La Luna qui va prendre la parole pour tenter de répondre à cette problématique. J'ai craché dans celui-là. C'est pas grave. C'est bien. C'est compliqué comme question à laquelle répondre. Assigner, ça dépend qui c'est qui assigne l'autre en fait. Nous on ne se sent pas assigné puisque c'est des choix en fait que l'on fait en tant qu'artiste de prolonger une histoire. Et c'est vrai que quand tu parles de travail d'enquête, nous depuis 25 ans maintenant, chaque jour est une nouvelle enquête en fait, parce que chacun, toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler, les personnes que l'on rencontre, chaque humain en fait est porteur d'histoire et d'indices pour nous en fait. Chaque jour on se sent transformé et enrichi en fait, en tant qu'individu bien sûr, puis en tant qu'artiste aussi. C'est ce qui fait qu'on a envie de continuer à dérouler une histoire. C'est vrai que souvent on nous a demandé en tant qu'artiste d'aller faire des résidences à droite, à gauche, donc ça veut dire aussi un mode de vie particulier, donc il faut avoir envie en fait de cette vie-là, de partir. Ça nous est arrivé de partir, mais ce qui nous intéresse nous, je pense, c'est, pour répondre aussi à Anne-Marie, mais c'est justement de dérouler un fil à partir d'un même lieu en fait. Un point de départ, c'est un territoire, on s'est enraciné, on va dire, au d'Hervallière, mais sauf que les fils, on les tire bien sûr avec d'autres territoires, on n'est pas assigné au d'Hervallière, c'est notre lieu de travail, de réflexion au quotidien. Mais en tout cas, on peut voyager énormément en allant à 10 mètres en fait, d'où on s'est installé. Je pense que c'est vraiment... après, l'histoire d'assignation, ça peut être la posture de l'institution en fait, culturelle, qui peut tout d'un coup assigner, et on vit tous avec des étiquettes, avec des places que l'on nous donne, parce que pour plein de raisons, parce que ça peut arranger, parce que c'est plus simple. Et nous, ce qui nous plaît, c'est plutôt la complexité, justement. La complexité et la difficulté à pouvoir... Alors nous, on travaille plus avec des médiums qui vont plus être des matières plastiques, qui vont plus être la vidéo, le textile. On n'a pas le recyclage aussi qui fait beaucoup partie de notre travail, hein, de partir avec les matériaux qu'on peut trouver autour de soi. Donc ça peut être voilà, le matériau du quotidien. Moi, je vais rebondir, et puis on a aussi des représentants des institutions publiques qui sont là, donc l'idée c'est de faire un débat, hein, c'est ça. Hein. Mais en fait, moi j'entends cette question de l'assignation, évidemment, que ça dépend qui assigne, etc. Là, l'intitulé, en tout cas, de la rencontre, c'était aussi comment une pratique artistique dans des quartiers populaires peut être révélatrice des assignations fabriquées par les institutions. C'est-à-dire que le premier point que nous, on a travaillé, mais ça c'est Benjamin pourra le dire, maintenant en plus qu'il y a une place autre depuis ce projet sur le quartier Nord, c'est de se dire c'est comment interroger l'institution quand elle propose à des artistes d'aller travailler dans des quartiers populaires et pour faire quoi. Et je me souviens quand on a démarré ce projet qui était sans financement au départ, hein, c'est le moment où l'institution de Nantes créait l'art en partage. Bon, alors l'art en partage, on pourrait considérer que l'art c'est toujours un partage, parce que finalement, n'importe quelle production artistique se partage in fine. Sauf que là, c'était l'injonction, ou en tout cas le cadre institutionnel de cette politique publique, c'était de demander aux artistes de faire un travail avec. Alors, évidemment, les artistes, ils peuvent avoir envie de faire un travail avec, ou pas, mais qu'est-ce qu'on entend par faire un travail avec ? Nous, moi je me positionne toujours comme ça, moi je travaille toujours avec, mais à la fin je produis un récit, un discours, un positionnement, je produis ce qu'on nous met une œuvre, alors ça prend différentes formes, pour une photo, peu importe,
Mais disons que c'est un petit déplacement sémantique par rapport à parfois ce malentendu. J'aime bien l'action du malentendu parce que parfois on demande à l'artiste de faire un atelier, pas de faire une œuvre, de faire un atelier, c'est-à-dire d'accompagner l'autre dans une création artistique. Pourquoi pas, hein, il y a plein de trucs d'atelier qui se passent très bien et c'est pas le sujet. Mais voilà, de la position que moi j'ai choisi d'adopter, c'est comment produire une œuvre à cet endroit-là. Et la première bataille en fait, intellectuelle hein, qu'on a menée, c'était de dire mais ok, on peut faire de l'art en partage, mais on ne va pas demander à l'artiste de se défaire de sa pratique ou de son positionnement pour aller d'un seul coup faire des ateliers. C'était un premier point. Et là où on a quand même réussi à élargir le prisme du regard de l'institution, c'était ce point-là. Mais sur la question de l'art en partage, on a démarré en même temps, je crois, justement ces dispositifs au tout début. Mais nous, en fait, on s'est déjà rencontrés toutes les trois pour être sur cette idée de création partagée. Donc, en fait, notre cercle, on l'a juste élargi à d'autres. Mais en fait, le dispositif, nous, il nous a jamais gênés ou dérangés, parce que c'était déjà en fait notre processus de travail. Alors moi, là où il m'a dérangé, où il m'a gêné, je vais le dire franchement, c'est la médiatisation. En fait, oui, mais c'est ça le truc institutionnel qui est vachement intéressant de travailler, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est des moyens pour travailler, c'est-à-dire il y a de l'argent pour payer l'artiste, évidemment. Quand on a démarré le projet, moi j'ai freiné des cas de fer au départ pour pas que ce soit médiatisé trop vite. C'est-à-dire pour ne pas médiatiser un truc qui était incertain, qui était en train de se faire, etc. Et, okay. Après, l'action de la médiatisation, c'est encore l'action des mots et comment on va nommer l'objet qui est en train de se faire là, et où est-ce qu'il apparaît et dans quelle rubrique il apparaît. C'est là où l'assignation nous échappe, et par défaut, on pourra... C'est vraiment un truc à travailler, c'est que quand on fait un travail artistique à cet endroit-là, c'est extrêmement compliqué de le faire entendre. C'est-à-dire entendre au sens de le faire voir, reconnaître, etc., par d'autres institutions classiques de la fabrication de l'art. Alors c'est compliqué pourquoi bon, si j'avais les bonnes réponses, on aurait les solutions, mais en particulier parce qu'on pense de façon par silo. La politique publique, c'est des politiques par silo, mais pas que, mais la dimension horizontale des choses, d'un seul coup, mais c'est normal, parce qu'on va mettre des crédits pour le sport, on va mettre des crédits pour le ping-pong, etc., etc. Donc c'est des crédits qui s'additionnent comme ça, etc., qui font une politique publique, ce qui est une façon de faire, et qui à la fin, dans la façon dont on nomme les choses quand elles ressortent, ça ressort assigné. Je ne sais pas comment faire. Hein. Si, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à comment le vocabulaire des choses permet de ne pas faire de la création partagée. Parce que probablement, même si la création partagée, moi je trouve ça formidable, parce que c'est une pratique, comme pour vous, c'est une pratique ontologique, c'est vous qui le faites et c'est comme ça que vous êtes. Mais dans la façon dont c'est perçu, je vous ai perdu. C'est aussi leur problème. Enfin, excuse-moi, mais je pense que c'est aussi... je pense qu'en tant qu'artiste, je pense que c'est le travail de déplacer les lignes. Et les lignes de l'institution académique, elles ont toujours été des lignes très formatées. Et donc, en fait, si eux assignent de cette manière-là, c'est aussi leur problème. Et je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où c'est le problème de l'institution. Je pense qu'on n'a pas à s'approprier ce problème-là. On a joué avec, on a rusé avec, on a à détourner, plus ou moins, de façon plus ou moins, comment dire, subtile. Parce que finalement, le propre d'une académie ou le propre d'une institution, c'est d'être dans la chose déjà très réglée et très établie. Et donc, quand l'art en partage apparaît, ça n'apparaît pas comme ça. Je veux dire, ça apparaît parce que déjà des pratiques artistiques existent depuis un certain temps, frottent, grignotent, se disputent et essayent de faire valoir un autre type de pratique. Et la politique publique, excusez-moi si je le dis comme ça, mais elle résonne avec ce qui se pratique déjà. Après alors moi je comprends très bien ce qu'on en a déjà discuté ensemble, je pense, avec moi. Cette assignation, finalement, c'est une assignation aussi qu'on peut aussi... Alors ça intéresse l'art, là, cette assignation, parce qu'il y aurait des pratiques artistiques dans un quartier populaire. Elle serait plus animation socioculturelle et tout. Mais c'est
à mon avis, plus un problème de l'académie qu'un problème des artistes, de ce qui est vécu avec les habitants ou avec, voilà. Et les académies, elles ont toujours eu ça, et les avant-gardes, elles ont toujours été là pour grignoter les académies, quoi. Mais je pense que c'est chacun son rôle, Ouais, et c'est des relais, en fait. Je suis pas du tout d'accord en fait avec cette Ouais. histoire de chacun son rôle et chacun sa Non, mais place. c'est chacun son rôle pour faire la dispute démocratique. Oui. Pour être dans une Ouais. dispute démocratique, il faut bien prendre sa part, quoi. Et sa part, elle n'est pas la même pour les artistes, elle n'est pas la même pour l'institution. Et pour autant, on n'a pas forcément à attendre de l'institution qu'elle donne l'aval de quelque chose. Ah oui, non, mais il s'agit pas. Moi, j'attends rien de l'institution. J'attends au contraire qu'elle soit libératrice, émancipatrice, qu'elle puisse permettre, si tu veux, au contact de pensées autres, de se bouger elle-même. Je pense que l'institution, elle doit être traversée par la dispute en permanente. Mais ça En dépend permanence, des pardon. personnes qui les... Voilà. Et je pense que les artistes ont leur responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un seul coup travailler sur la chose publique, ou en tout cas faire de l'art public, parce qu'on fait de l'art public, hein, on a des subventions publiques, donc on fait de l'art public. Oui, mais c'est de l'art public, c'est-à-dire qu'à un moment c'est de l'argent public, donc on a cette responsabilité également de pouvoir former, ou déformer, ou agiter, ou être contre. Moi je pense qu'il faut il n'y a pas d'injonction à faire, mais il y a au contraire, moi je trouve que les artistes se sont trop défaits de la question du politique. Mais justement, faire des choses dans le partage, et le partage du sensible, notamment si on veut reprendre les mots de Roncière, c'est éminemment politique. Mais après quand certaines pratiques se font, elles se font avant tout du désir de l'artiste. Ce qui est gênant parfois, c'est entre guillemets une injonction à l'artiste. Mais il y a aussi d'autres artistes qui peuvent exister ailleurs avec d'autres injonctions. Les injonctions académiques des représentations de l'art contemporain sont nées d'autres. Le marché, c'est une injonction. Le marché de l'art est une injonction. Le musée, la Cimesse Blanche en est une autre. L'espace public en est une autre. Enfin voilà, mais je pense qu'on a la liberté de ça, quoi, de choisir où on peut agir.